Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de la ceinture intercontinentale. On va présenter dans sa globalité, on va pas rentrer autant dans les détails que j'ai pu faire avec les stipulations comme Money in the Bank, Elimination Chamber, parce que c'était des vidéos où voilà il y avait beaucoup de choses à dire, mais suffisamment quand même pour pouvoir aborder tous les éléments un par un, alors que là la ceinture intercontinentale possède plusieurs centaines de champions, donc on va pas faire tous les champions machin à détrôner telle personne et tout, on va juste se baser sur des informations globales, des choses importantes qu'il y a eu autour du titre et quelques petits chiffres à la fin et, euh, et voilà comment on va présenter la ceinture intercontinentale dans cette vidéo. Donc, la ceinture intercontinentale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un titre qui provient de la WWF et qui ensuite est passé côté WWE, puisque c'est la même compagnie qui a juste changé de nom. Elle fut créée le 1er septembre 1979, c'est tellement vieux que j'étais pas né, hein. Même ma mère, juste pour dire, ma mère avait que 9 ans à l'époque, et je crois même que mon père biologique avait qu'un an, à l'époque de la création de cette ceinture, pour dire à quel point elle est vieille. Et le champion actuel, au moment sur cette vidéo, normalement c'est toujours Sami Zayn, qui en est à son 4e règne de champion intercontinental. Donc la création du titre, celle-ci s'est faite en 1979, comme on l'a dit juste avant, avec Vince McMahon Senior, donc le père du Vince McMahon dont on a tous honte aujourd'hui, qui fait venir Ted DiBiase Senior, pareil, dont le fils fait honte aujourd'hui, dans sa compagnie, et veut en faire un champion du monde d'Amérique du Nord de la WWF, lors de son arrivée dans la compagnie. Avec ce titre, Vince McMahon Senior veut un titre différent des championnats principaux, mais il se rend compte que d'autres fédérations ont déjà un titre d'Amérique du Nord. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec le temps, vous allez voir que ce titre d'Amérique du Nord va disparaître et que du coup, le titre nord-américain est revenu, mais du côté d'NXT. Je trouve ça assez intéressant. Du coup, Ted DiBiase Senior va remettre son titre en jeu contre Pat Patterson, et ce dernier, en gagnant le titre, le transformera en titre intercontinental. Voilà. Donc Pat Patterson est considéré comme le tout premier champion intercontinental. Vince McMahon Senior, lui, va présenter Pat Patterson comme le gagnant du tournoi de Rio de Janeiro en finale contre Johnny Rhodes, en unifiant les titres d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud de la WWF. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le tournoi n'a jamais existé. C'est totalement du script, mais comme à l'époque les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'importance qu'aujourd'hui, d'ailleurs je trouve trop d'importance, puisqu'aujourd'hui tu sais quasiment tout à l'avance, c'est machin suppose que le truc va revenir, machin suppose que machin va y varier ça. Et au final, je trouve qu'on perd un peu la surprise dans certains événements. Par exemple le Royal Rumble, c'est un des moments où tu es censé être le plus surpris par les retours et tout, et je sais pas quelle année où très clairement on nous a dit des grosses rumeurs comme quoi Ronda Rousey sera là, et puis au final forcément ça donnait la hype à tout le monde, elle était là, au final il n'y a pas eu de surprise tant que ça puisque ça avait été teasé. Et moi personnellement j'aurais préféré vivre l'époque du catch, dans une époque où les réseaux sociaux n'avaient pas autant d'importance et où tu pouvais juste kiffer et croire naïvement à tout ce qu'on te raconte, puisque là c'est ça, les gens, comme il n'y a pas de réseaux sociaux pour expliquer que tout ça est du scénario, les gens ils peuvent croire facilement à ce tournoi qu'ils n'ont pas vu mais qui a bien dû exister ailleurs. Voilà. Donc ensuite, on passe dans les années 80. Donc dans les années 80, c'est Pedro Morales qui deviendra le premier catcheur Triple Crown avec le titre intercontinental dans le Raw, puisque toutes les distinctions Triple Crown et l'autre c'est quoi,
T'as Triple Crown Championship et... merde, j'ai oublié le nom de l'autre. En plus, Cody, il en a parlé il y a pas longtemps. Grand Slam Champion, voilà. Et du coup, c'est des choses qui changent avec le temps à force d'avoir des nouveaux titres qui apparaissent à droite à gauche, certains qui disparaissent, bref. Pedro Morales deviendra également le premier catcheur à perdre le titre et à le regagner lors de la même année, qui est l'année 1981. Dans la deuxième moitié des années 80, Randy Savage devient le premier champion intercontinental à devenir champion du monde poids lourd par la suite, donc à avoir upgradé d'un titre mineur à un titre majeur. Et dans cette période, le règne le plus long, c'est celui de The Honky Tonk Man, avec 1 an, 2 mois et 27 jours de règne. Hein. Comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui les règnes longs. Ensuite, les années 90. Et dans les années 90, nous avons le 1er avril, et ce que je vais dire ne sera pas une blague, le 1er avril 1990, The Ultimate Warrior unifie le championnat intercontinental avec le championnat du monde poids lourd de la WWF. Mais peu de temps après, le titre intercontinental sera rendu vacant, puis gagné suite à un tournoi, donc cette fois un vrai tournoi. Du coup gagné par Mr Perfect face à Tito Santana en finale. Donc 2 zones dont j'ai déjà entendu les noms, mais où j'avoue ne pas du tout les connaître. On passe ensuite aux années 2000, donc dans les années 2000, dont en mars 2001, la WWF rachète la WCW, menant à l'histoire de l'invasion, et au Survivor Series 2001, Edge, en possession du titre WC United States, va l'unifier avec le titre intercontinental en battant Taste. En 2002, le titre devient le WWE Intercontinental Championship, puisqu'avant il devait sûrement s'appeler WWF Intercontinental Championship, et ce dernier sera unifié par Rob Van Dam avec le titre européen le 22 juillet en battant Jeff Hardy. Puis ensuite, avec le titre Hardcore en battant Tony Dreamer le 26 août. De la même année, et de cette manière-là, on va faire disparaître le titre hardcore et le titre européen. À No Mercy 2002, le titre sera unifié au titre World Heavyweight avec Triple H qui a battu Kane. Mais le titre va rester inactif pendant un petit moment, jusqu'à ce que Stone Cold, le coach général manager de Raw, décide d'en faire le titre secondaire de Raw. Et lors de la draft de 2009, la ceinture part à SmackDown lorsque le champion de ce moment-là, Rey Mysterio, y est drafté. Dans les années 2010, au 1000e épisode de Raw, alors vous allez voir que les 2010, la ceinture a passé tout son temps à voyager d'une année à l'autre, puisque tout simplement, la ceinture va être gagnée par The Miz qui bat Christian en 2012, donc le titre retourne à Raw, mais avant de retourner à Raw, à SmackDown le 31 décembre, Wade Barrett bat Kofi Kingston, récupère le titre, donc le met à SmackDown, mais à WrestleMania 29, The Miz bat Wade Barrett, donc il renvoie le titre à Raw, mais le lendemain Wade Barrett il bat The Miz, donc il renvoie le titre à SmackDown, bref, cette année 2012-2013 c'est assez amusante. Et après, bon, le titre, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant depuis, à part le règne historique de Gunther avec ses 666 jours. En ce qui concerne le design, la ceinture a eu différents designs. J'espère trouver une photo avec tous les designs côte à côte. Le premier design est celui de Pat Patterson, du coup, qui possède une plaque métallique avec des catcheurs qui se battent au centre et une ceinture en cuir rouge. En 1984, la plaque montre toujours des catcheurs qui s'affrontent, mais la ceinture en cuir, elle est devenue verte. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien quand les couleurs de ceinture sont un peu colorées et tout, plutôt qu'aujourd'hui où tout est terne. C'est soit noir, soit blanc pour les femmes. Je trouve pas ça terrible, parce qu'en plus c'est exactement les mêmes ceintures. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En 1986, la ceinture devient noire avec une plaque qui montre un planisphère. Et la ceinture ne changera pas beaucoup, bien que les catcheurs utiliseront le cuir de couleurs différentes, comme jaune pour Ultimate Warrior, bleu ou blanc pour Shawn Michaels, ou encore doré pour Goldust. Et du coup, la ceinture va avoir son design dans les années 2000, qu'on a tous connu des mains de Jeff Hardy notamment,
avant de changer. Alors je sais plus comment elle était en 2019 quand j'ai repris le catch, mais je crois que c'était cette version blanche. euh, Enfin, cette version avec, des années 2000 avec la ceinture blanche. Je crois que c'était un délire dans le genre. Bref. Et, ensuite, bah, elle a rechangé quand Triple H a commencé à prendre le contrôle de la compagnie avec ben, la version actuelle que l'on connaît, que possède Sami Zayn, que personnellement je trouve sympa sans plus. Ensuite, la ceinture a eu différents noms, qui est plutôt intéressante à mettre en avant. C'est que avant c'était le WWF Intercontinental Heavyweight Championship, très long comme nom, et cela entre le 1er septembre 1979 et le 4 avril 1992. Il devient ensuite le WWF Intercontinental Championship entre le 5 avril 1992 et le 5 mai 2002, puis du 6 mai 2002 à aujourd'hui, bah, c'est devenu le WWE Intercontinental Championship. Et ensuite, on va continuer en mettant en avant des petites stats. Toujours un truc que moi j'aime bien, les stats. Donc entre 1979 à aujourd'hui, nous avons 184 champions intercontinentaux, d'où le fait que je ne vais pas les énumérer un par un. Mais si, dans la réalité, dans les 184, il y en a qui ont été champions plusieurs fois. En ce qui concerne les plus longs règnes, nous avons dans le top 5, pour le top 5 plutôt, nous avons en 5ème The Honky Tonk Man avec 454 jours avec un seul règne. À la 4ème place, nous avons Don Muraco avec 541 jours pour 2 règnes. En 3ème, nous avons The Miz avec 597 jours pour 8 règnes. En seconde position, nous avons Pedro Morales avec 619 jours pour 2 règnes. Et le champion le plus long, on l'a dit tout à l'heure, c'est Gunther avec 666 jours en un seul règne. Ensuite, nous avons les règnes les plus courts, hein, ça aussi c'est intéressant. Donc j'ai pris les toutes dernières places. Donc de la 84e à la 89e. Donc à la 84e place, on a Rikishi et le Road Dogg qui ont chacun fait 14 jours de règne sur un seul règne. À la 86e place, nous avons Test qui a eu que 13 jours de règne sur un seul règne aussi. Alors quand je passe de la 4e à la 86e place, c'est pas une erreur, c'est juste qu'en général, dans les classements, quand deux personnes sont à la même place, le chiffre d'après il saute, ou d'avant. Voilà, bref. À la 87e place, nous avons The Mountie, je sais pas qui c'est, qui a eu 2 jours de règne, c'est tout. À la 88e place, nous avons Zack Ryder avec un seul jour de règne, très triste pour lui, puisque c'est le seul que j'ai connu dans la liste. Je sais qu'il y a Rikishi par exemple, mais je n'ai pas connu en direct, quoi. Et en dernier, nous avons Dean Douglas avec moins d'un jour de règne. Voilà. Ensuite, on va parler des règnes combinés. Voilà, donc de qui a eu le plus de fois la ceinture. Il y a plusieurs catcheurs qui ont eu 4 fois la ceinture. Parmi eux, on retrouve Chris Benoit, qui du coup a eu 4 fois la ceinture et a régné pendant 142 jours. Christian, qui a également eu 4 fois la ceinture pour un règne de 192 jours. Kofi Kingston, idem avec 276 jours de règne. Razor Ramon, pareil, avec 438 jours de règne. Et Sami Zayn, qui en est à son 4e titre et qui, au moment où j'écrivais la vidéo, il y a quelques jours, en tout cas pendant le mois de mai, était au début des 200 jours de règne. Ceux qui ont été 5 fois champions. On a Edge qui a été 5 fois champion pour 171 jours de règne. Triple H qui a été 5 fois champion pour 201 jours de règne. Jeff Hardy, 5 fois champion pour 383 jours de règne. Et Baldus Barrett, 5 fois champion pour 395 jours de règne. Pardon. Ensuite, on a 3 catcheurs qui ont été 6 fois champion intercontinental. Donc on a Rob Van Dam pour 211 jours de règne, Jeff Jarrett pour 290 jours de règne et Dolph Ziggler, que j'adore,
pour 376 jours de règne. Ensuite, on a un seul catcheur qui a comptabilisé 8 règnes intercontinentales, c'est The Miz pour 597 jours de règne, on en a parlé juste avant. Et le catcheur le plus titré de titre intercontinental, c'est Chris Jericho, qui a possédé 9 fois la ceinture pour 319 jours de règne, donc c'est pas non plus incroyable pour le nombre de fois il a détenu la ceinture, dès qu'à chaque fois il a eu des règnes quand même assez courts. Donc voilà un peu la présentation du titre intercontinental, sans entrer dans des détails trop barbants ou trop précis. Donc voilà, la vidéo dure un petit quart d'heure, on n'a pas eu de données intéressantes je trouve, donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du titre intercontinental, si vous aimez bien cette ceinture ou pas. Ciao.